Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On ne va pas démarrer immédiatement, on attend que d'autres participants nous rejoignent. Vous êtes pas loin d'une centaine avec nous ce soir. Et en attendant que tout le monde se connecte, je vous propose de vous familiariser avec l'interface. Vous avez la possibilité d'envoyer un chat. Vous pouvez aussi poser des questions. Alors les questions, c'est surtout pour la fin, quand on fera la session questions-réponses. Mais si c'est des questions auxquelles je peux répondre au fil de l'eau, moi j'y répondrai peut-être aussi. Alors, avec qui vous êtes ce soir? Eh bien, je m'appelle Hervé Petit, c'est moi qui suis le coordinateur et le modérateur de ce webinaire. Et puis, dans quelques instants, je passerai le micro à Kevin Meignet, qui est notre invité et qui est photographe d'aventure et qui va nous parler donc de l'heure des braves. Pourquoi est-ce qu'on utilise cette expression? Et puis, un petit peu comment ça se passe, quelles sont les différentes étapes. Alors, ce que je vous propose, moi, je vais vous envoyer un petit message et vous pouvez éventuellement m'y répondre. Essayez de regarder un peu l'interface pour pouvoir interagir avec nous. Ça peut vous être utile. Et vous aurez la possibilité aussi, pendant la projection, d'ajuster la taille de votre écran et normalement d'ajuster entre la présentation et éventuellement la webcam de Kevin quand il apparaîtra, puisqu'il y a des moments où vous pourrez avoir l'un et l'autre. Donc normalement, sur votre ordinateur, vous pouvez ajuster la taille d'un élément ou de l'autre. Alors, je vous envoie un petit message. Ah, bim, ça c'est le chat. Et je vois que Michel m'a déjà envoyé un message sur le système questions-réponses. L'un ou l'autre, moi je suis pas difficile, vous pouvez utiliser celui qui vous va bien. Très bien, j'ai Alain, Julien, parfait. Installez-vous confortablement. Moi je vous propose aussi d'éteindre votre téléphone pour pas être embêté pendant le webinaire. Et puis de profiter de cette session avec Kevin. Kevin, je te passe la parole et je te propose de démarrer par peut-être une petite présentation. Ok Hervé, je prends le relais. Alors bonsoir à tous. Donc là, vous êtes ce soir en compagnie de Hervé et moi-même. Donc je suis Kevin Meignet, photographe formateur en paysage principalement et en montagne, ce qui est mon domaine de prédilection depuis quelques années maintenant. Donc je pratique la photo depuis quelques années, depuis 2016 maintenant. J'ai commencé en fait tout simplement par une première randonnée et j'ai suite à ça pris goût à la photographie de paysages et entre autres en montagne. Donc je suis totalement autodidacte en termes d'image. Je n'ai pas pris de formation ou de cours avec des photographes formateurs ou autres. J'ai appris uniquement par moi-même et j'ai construit en fait mon univers à travers des ambiances et des météos très particulières, comme certains ont pu le voir à travers mon travail sur les réseaux, sur mon site internet directement. Donc là aujourd'hui, j'ai réussi à vraiment créer un univers qui est propre à moi-même, qui est très reconnaissable au jour d'aujourd'hui. Et donc du coup, je parcours les montagnes hiver et été ou aux 4 saisons, grosso modo, pour aller capturer des montagnes perdues ou entourées de nuages, des choses comme ça. C'est vrai que j'ai tendance à partir du principe où quand je capture une montagne, je fais presque du portrait avec elle. C'est-à-dire que au cours de mes préparations, avant de capturer en fait une montagne, c'est vrai que j'ai tendance à travailler sur logiciel, entre autres sur Google Earth.
où je vais positionner mon spot de prise de vue par rapport à une montagne spécifique. Donc à partir de là, je vais aller prendre cette montagne en portrait depuis un spot bien précis. Et ce qui me demande parfois, ou même souvent, de grimper à des altitudes extrêmement hautes ou très peu accessibles ou relativement compliquées. À cela s'ajoute mon univers qui est de base très tourmenté, donc je dois faire face à des météos, on va dire vraiment, voire totalement instables. Qui dit instable, ben, dit de la pluie, de la neige, de la grêle, des vents violents, toutes les météos où normalement on ne devrait pas sortir. Là, c'est un peu mon plaisir perso aussi. Donc du coup, j'ai cet accès à ces spots pour prendre mes photos qui peut être compliqué, des fois impossible. J'ai eu des cas sur des situations, des météos qui me rendaient l'accès de façon totalement impossible. Euh, et du coup, ben, voilà, j'ai construit mon univers de façon très minimaliste avec ben, ces météos tourmentés, ces montagnes capturées tel un portrait. C'est vrai que je pratique beaucoup de paysages verticaux ou beaucoup de gros panoramas aussi. Et du coup, ben, je vais vous présenter ce soir, en tout cas, quelques images avec le, les backstage, le pourquoi ce matériel, quel, quel logiciel, quelles applications météo et tout ce qui peut toucher à la randonnée ou l'expédition, comment aller capturer des paysages de montagne en été comme en hiver. Et je vais vous présenter en fait bah, toutes les astuces que je peux vous conseiller en tout cas pour aller tirer au maximum ces paysages-là et bénéficier des lumières adéquates par rapport à la météo entre autres. Que je vous expliquerai tout ça au niveau de la météo en montagne. C'est particulier parce que c'est une météo qui est à part. Vous avez une météo très changeante, donc je vais vous expliquer tout ça. On va voir tout ça en images et, et puis après vous me poserez des questions. Si vous avez déjà des questions, gardez-les au chaud. Je me ferai un grand plaisir de répondre. Si je n'y ai pas répondu avant, bien entendu. Et puis là, on va bientôt commencer. Hop. Alors, donc là, on va commencer par cette image-là. Donc là, c'est la photo finale. Donc nous allons voir ensuite ensemble le, comment je suis arrivé en fait à cette image-là. Donc comment j'ai planifié ma sortie, comment j'ai organisé ce spot au niveau géographie, comment j'ai préparé mon matériel photographique pour cette prise de vue-là avec ce vautour qui est justement en haut et, euh, et comment après ben, comment j'ai traité l'image pour en tirer le meilleur. Donc une image en montagne, c'est de la préparation. On ne part pas les mains vides, on ne part pas en tongs, on ne part pas en short. On a un minimum d'équipement à avoir suivant bah, notre destination finale, bien entendu. Euh, Là ici, mon accès en fait était relativement compliqué parce que cette journée en fait j'avais de la pluie et donc du coup il fallait que je prévoie le vestimentaire qui correspond à cette météo-là. Même si la météo est changeante, il faut toujours prévoir de toute façon le matériel et entre autres le vestimentaire pour rester au sec et au chaud. Parce qu'en montagne, si on a le malheur d'être mouillé en haut,
on a le risque d'attraper froid et le froid, une fois que le froid s'installe, c'est très compliqué de se réchauffer et donc c'est très important de rester au sec. Donc là, pour avoir cette photo-là, j'ai eu beaucoup de matériel. C'est un des sacs les plus lourds que j'ai dû devoir porter. Alors d'une part parce que j'avais ce jour-là beaucoup de matériel photo. Euh, Comme vous pouvez le voir en fait sur la photo de droite, j'ai deux boîtiers. Pour la simple et bonne raison, c'est que là j'étais sur une période où je testais le nouveau Nikon D6. Et donc du coup, j'avais ce deuxième boîtier en plus de mon boîtier classique qui lui est équipé d'un ultra grand angle. Sur le Nikon D6, j'avais le 180-400 qui pèse, je crois de tête, 3,4 kg. Donc entre un boîtier plus la longue focale, plus mon deuxième boîtier et l'ultra grand angle, on est déjà presque à une dizaine de kilos juste en matériel photo. Donc à cela va s'ajouter automatiquement le matériel de montagne. Qui dit matériel de montagne, ben, on va avoir le cordage, on va avoir le harnais, on va avoir les mousquetons, on va avoir le trépied, on va avoir le matériel de survie, entre autres, on va dire, on va avoir un minimum de nourriture, de sucre rapide si on a besoin. On va avoir le matériel de bivouac si on doit bivouaquer. Donc là, entre autres, j'avais le duvet dans le sac et un matelas uniquement. J'ai pas pris la tente. Et donc, bah, très vite, le sac peut très vite s'alourdir. Donc, c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude, on fait attention à ce type de choses-là. On ne va pas sur des lieux qui peuvent se présenter compliqués en accès, surtout quand on a un sac qui pèse pas mal de kilos. Parce que même si le sac fait 20-25 kilos, euh, une randonnée qui peut durer, on va dire, 3-4 heures, voire plus, euh, peut donner le désavantage du sac de 20 kilos qui devient de plus en plus insupportable, on va dire. Donc, euh, donc pour cette photo-là, en fait, ben, comme vous pouvez le voir, au niveau de la roche, c'est de la roche d'ardoise. Donc à savoir que la roche d'ardoise, c'est de la roche qui glisse énormément. D'où le cordage pour me sécuriser, euh, parce que au niveau de la descente, entre autres, c'est très vite dangereux si on n'a pas d'appui ou si on n'est pas sûr au niveau du sentier. Donc là, j'ai préféré me sécuriser au niveau de la descente, entre autres, et donc m'accorder pour descendre en rappel le plus sereinement possible. Et donc c'est pour ça que bon, toutes les photos en montagne que je peux présenter, c'est vrai que j'ai rarement en général l'occasion de parler de mes aventures qui ont fait que j'ai pris cette photo-là. C'est vrai qu'une image est peu parlante sur le backstage, entre guillemets. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler un peu de l'envers du décor sur ben, la prise d'une photo et toutes les préparations qu'il peut y avoir autour d'une image. Donc là, sur cette image-là, j'ai quasiment, on va dire, une semaine de préparation avant. Donc, entre autres, je vais avoir la délimitation du secteur. Donc, savoir sur quel type de montagne je vais aller me positionner pour re-shooter. Euh, Après, je vais me positionner au niveau du lieu que j'ai sélectionné, voir le décor que je vais avoir autour. Donc ça, c'est une visualisation, on va dire, à 360 degrés. Et donc, à partir de là, je peux me faire une idée déjà du décor par rapport à la distance et ce qui me permet aussi de pouvoir préparer mon matériel photographique. Parce que suivant le lieu de prise de vue, je peux avoir des paysages qui seront plus ou moins loin. Et donc, à partir de là, je sélectionne si je pars plus avec uniquement du téléobjectif ou si je sélectionne aussi plus
de l'ultra grand angle ou du zoom plus traditionnel jusqu'à une centaine de millimètres. Là, sur cette photo-là, j'étais parti avec uniquement un ultra grand angle parce que au niveau du spot, j'avais pas mal de crêtes qui étaient très effilées. Et donc, pour justement prendre des images avec pas mal de dynamique au niveau de ces crêtes, j'ai sélectionné en même temps l'ultra grand angle et j'ai bien entendu pris le téléobjectif, ce qui m'a permis de pouvoir capturer des, euh, des montagnes en fait relativement éloignées et pouvoir capturer en même évidemment ce paysage-là, donc avec ce vautour qui à la base en fait était sous les nuages et qui est apparu, je le suivais déjà depuis un petit moment, et là il est apparu en fait soudainement sur ce plan-là. Au niveau de la préparation, en fait, au niveau prise de vue en montagne, à savoir que, il peut y avoir beaucoup de patience à avoir. On n'arrive pas sur un lieu de montagne en se disant, je vais prendre des photos, ça va durer trois quarts d'heure, une heure, et je vais redescendre avec tout mon stock d'images, et puis voilà. Là, sur une photo telle quelle, j'ai patienté, je dirais presque trois, quatre heures avant de pouvoir vraiment capturer déjà cette image-là. Sans parler du vautour qui lui est purement, on va dire, un coup du hasard ou un coup de la chance, comme certains pourraient le dire. Mais pour avoir au moins, au minimum, ce paysage, c'est-à-dire cette montagne avec ses nuages et cette brume, euh, j'ai dû attendre quand même pas mal d'heures. À savoir que là, cette photo-là, en fait, elle est trompeuse, dans un sens où je suis bien au-dessus de cette montagne-là, et en fait, cette cime est prise en contre-plongée. C'est-à-dire que je suis à une beaucoup plus grosse altitude que cette montagne, et, euh, et du coup, il a fallu attendre pas mal d'heures que les nuages se dissipent en dessous pour pouvoir faire apparaître justement cette cime et cette montagne au niveau du cadrage. Le vautour est apparu par pur hasard et ça a été vraiment un coup de chance en fait sur ce moment-là. Euh, c'est ce qui fait aussi on va dire le plaisir de faire des photos en montagne parce qu'on a beau préparer avec autant de précision que possible un trek sur un lieu en- en travaillant la météo et choses comme ça, mais on on n'aura jamais en fait les conditions ou même les images qu'on a prévu d'avoir. C'est très rare que quand je suis allé en montagne, je me suis dit je vais faire telle image et je vais rentrer avec telle image. En général, c'est du 50-50. Voilà, je prépare au maximum mes sorties pour maximiser mes chances de météo, d'ambiance, de paysage que j'ai envie de capturer. Mais après, c'est une histoire de nature, de changement de météo, de chance, d'être là au bon moment, au bon endroit, de patience également. Parce que c'est vrai que beaucoup pourraient laisser tomber à partir d'un moment quand c'est vrai que bon, quand on est sur des montagnes avec des vents violents, sous la pluie, ou sous la neige, ou sous les choses comme ça, beaucoup pourraient lâcher prise et se dire c'est bon, il n'y aura rien du tout, on va redescendre. Euh, c'est vrai que j'ai pas ce caractère-là. Je suis assez persévérant en général sur les choses que j'entreprends. Et donc, du coup, c'est vrai que ça ne me dérange pas d'attendre des heures ou même des jours pour faire ne serait-ce qu'une image. Euh, je sais que cette image-là, si je la capture, c'est vrai que en général, je suis rarement déçu. Et c'est pour ça que je resterai généralement en fait sur les lieux pour au moins faire quelque chose et je persévère.
Donc là, ben, on voit un peu l'envers du décor au niveau des montagnes. Et là, après, ben, une fois qu'on a capturé ces images, ben, bien entendu, on va arriver à la phase traitement, qui, on va dire, est inévitable en photographie, hein, bien entendu. Euh, et encore plus quand on a un univers bien précis, on a toujours notre patte photographique et qui elle, ben, va s'apposer en fait sur va être notre finition en quelque sorte sur ben, l'image finale. Et donc là, ben, vous voyez un peu le avant-après au niveau de l'image. Donc il y a quand même pas mal de traitements. Alors c'est surtout du traitement localisé que j'effectue sur mes images. Euh, c'est, je vais effectuer un traitement, on va dire, global pour, euh, pour rendre mon image correcte, entre guillemets. Mais après, ça va être vraiment du travail très localisé. Donc, je travaille uniquement avec Lightroom et je travaille beaucoup avec soit des filtres radials, soit du pinceau directement. Et puis après, ben, je vais vraiment travailler par zone méticuleusement pour faire ressortir ou pour atténuer des parties de mon image. Et, euh, et au final, eh ben, essayer de tirer le meilleur de ce que j'ai pu voir, essayer de retranscrire un peu ma vision que j'avais sur le moment. Et puis essayer de pouvoir donner une image finale qui pourra et en même temps aussi transmettre ce que j'ai pu vivre à ce moment-là. Parce que c'est, on va dire, dans le traitement d'image, on a la partie où on a envie d'apposer notre patte photographique, mais je pars du principe que moi, l'image, c'est une image que je vais montrer après aux gens. Et donc, pour moi, l'image, c'est comme un livre. Il faut que je puisse, à travers une image, raconter une histoire. L'histoire peut être différente, on va dire, d'une personne à l'autre, parce que chacun, on va dire, va avoir une émotion différente par rapport à une image. Mais j'aime, on va dire, écouter et entendre, de savoir ce que la personne ressent quand elle voit l'image. Et c'est justement là tout le bénéfice du traitement d'image, euh, qui peut être très petit. On peut avoir une image avec très peu de traitement, comme une image où on va avoir beaucoup de traitement. Euh, Même si le traitement n'est pas énorme à premier coup d'œil, mais c'est ce qui fait qu'à la fin, ton image sera vraiment, aura une histoire. Elle aura une histoire à raconter et c'est ma philosophie au niveau de la photo, depuis toujours, hein, c'est pouvoir raconter des scènes sans expliquer quoi que ce soit sur l'image. Euh, les personnes sont aptes au premier coup d'œil à imaginer comme une scène de film ou chose de ce genre en fait et se dire j'imagine bien cette scène à tel endroit avec telle météo, on ressent presque le froid, on ressent le vent, toutes ces sensations sont importantes au niveau de mes images et c'est pour ça que je travaille le traitement de façon vraiment très précise et vraiment sur des zones très, très petites, très localisées, plutôt qu'un travail plus général où je vais faire ressortir vraiment bah, toute la lumière, la couleur de toute l'image. Je préfère le faire plutôt par zone euh, et vraiment cibler en fait le regard sur un sens de lecture et pouvoir transmettre une émotion que j'ai décidé de transmettre. Donc là, sur une image telle quelle, par exemple, on peut voir que bah, déjà j'ai retouché ma balance des blancs, parce que ma balance des blancs d'origine, j'étais en automatique, mais j'avais une balance des blancs qui était légèrement froide. Euh, Pas énormément, mais légèrement. Du coup, j'ai repris un peu ma balance des blancs pour redonner un petit peu de chaleur. Et ne serait-ce que la balance des blancs un petit peu plus chaude fait déjà ressortir un peu plus les couleurs. Et après, à partir de là, ben, j'ai travaillé, j'ai fait ressortir toute ma brume avec uniquement mes blancs.
ou mes hautes lumières. Et après, ben, c'est juste du travail de contraste, de noir, où on va faire ressortir sur cette partie-là, par exemple, sur la partie du bas à droite, j'ai volontairement assombri un petit peu plus. Si j'avais travaillé de façon générale, ça aurait eu un impact en fait sur la partie haute de mon image. Donc c'est pour ça que je travaille de façon localisée. C'est que là, je voulais uniquement cette partie-là, un peu plus sombre, et garder un peu de détail en fait dans mes ombres de la partie haute. Et, euh, et parce que mon regard en fait, avec le vautour qui se trouve à droite, euh, se voulait diriger dans ce sens-là et pas sur la partie basse qui pour moi est inutile, hormis la couleur de l'herbe et la crête de roche. La partie sombre du bas pour moi est complètement inutile. Donc je ne vois pas l'intérêt de garder du détail dans cette partie-là et c'est pour ça que je l'ai volontairement assombri pour avoir un regard qui suit la crête et se termine sur le pic du haut avec ce vautour qui se trouve à droite. Cette image-là, quand je l'ai traitée, il y avait un détail que je n'avais pas fait, je n'avais pas fait attention. J'ai mis un moment hein, avant de m'en rendre compte. Mais si vous pouvez le voir, il y a un visage au niveau du pic qui apparaît, qui est presque énigmatique, hein, je dirais, parce que c'est des nuages, c'est principalement des nuages et de la brume, mais on peut y apercevoir comme un masque. Alors personnellement, ça me faisait penser au masque du film V pour Vendetta ou, ou d'opéra, des choses comme ça. Mais ça me faisait penser à ça. Et je trouvais ça Je rigolo. t'interromps juste une Oui, seconde. Ce que je propose à tous, c'est dites-nous si vous avez vu le visage au dans premier coup cette d'œil. montagne ou si vous le découvrez. Donc vous pouvez répondre, je l'ai vu, je le découvre Ouais. ou je le vois pas. Et effectivement, on en parlait tout à l'heure avec Kevin, c'est des éléments qu'on ne Oui, perçoit pas tout de suite, ni à la prise de vue, ni même des fois au moment du post-traitement, mais qui se tout à révèlent fait. parfois par la suite. Tout à fait. Alors, ce genre de détail-là, en fait, ça peut apparaître bien après, parce que, en fait, quand j'ai pris la photo, mon regard était focalisé, en fait, sur le vautour. J'avais la crête, bien évidemment, en ligne de composition, mais j'avais ce vautour-là qui est apparu à ce moment-là, et du coup, mon regard est tout le temps, en fait, resté focalisé sur lui. Et même pendant le traitement, parce que j'avais cet effet de surprise. Et donc, du coup, j'ai pas regardé de façon globale le reste du paysage. Et c'est pour ça que j'ai vu en fait ce visage, mais que bien plus tard. Et parce que je l'ai regardé plusieurs jours après, de façon générale, plus globale. Et c'est là où j'ai aperçu ce visage qui, bah, du coup, donner un côté encore plus énigmatique à cette image et qui me la rendait un peu plus appréciable encore. Parce qu'on a des surprises en fait comme ça quand on fait des photos paysages, pas forcément en montagne, mais ça peut être des paysages classiques, choses comme ça, où on peut avoir des éléments en fait qui se dissimulent dans l'image. Et ben, quand notre regard est vraiment concentré sur une composition précise ou par rapport à quelque chose, bah, du coup, on oublie, inconsciemment, on ne fait pas trop gaffe en fait, au reste de l'image. Et, euh, et ça peut arriver que bien plus tard, j'ai des images où c'est même des mois après que j'ai découvert sur l'image que j'avais soit un animal, soit on va dire un élément, un homme en train de grimper ou des choses comme ça. Et, et c'est ce qui rend en fait l'image authentique parce que du coup on a l'impression de la redécouvrir et du coup ben, c'est ce qui est plaisant dans la photo de façon globale, hein. Alors là on va passer de l'été, printemps-été on va dire à l'hiver. Alors l'hiver, il y a énormément de choses à dire sur l'hiver. C'est vrai que
l'hiver, enfin, tout le monde pense que l'hiver est une saison plus calme ou plus compliquée à prendre en photo. Alors je dirais oui et non. Disons que c'est une saison qui est à part. Personnellement, pour moi, c'est une des saisons que je préfère à travailler parce qu'on peut faire ressortir où on a des contrastes et des couleurs qui sont complètement uniques dans cette saison-là. Et du coup, c'est c'est une saison que j'adore photographier. Euh, je fais énormément de sorties en hiver et parce que j'adore cette saison au niveau des couleurs entre autres, au niveau de la lumière. C'est ça n'a rien à voir en fait avec que ce soit l'automne ou même le printemps, été, c'est pas du tout comparable. Par contre, qui dit photo en hiver dit ben, équipement spécifique à cette saison-là. Pourquoi? Parce que l'hiver, en plaine ou même en vallée, en bas des montagnes, on peut avoir des températures déjà relativement basses. En haut d'un montagne, on peut vite descendre en température. En température, en général, en plein hiver, je peux vite tomber à, on va dire de moyenne, ça va être du moins 10 degrés, mais ça m'arrive régulièrement de descendre à moins 20, moins 25 et même parfois moins 30 ou moins 35 suivant les lieux où je vais grimper. Donc, d'une part, on va voir la température. Donc, qui dit température va dire équipement en conséquence. Donc, ça veut dire habillement, les doudounes, les sous-vêtements techniques, les Gore-Tex, enfin, tous les effets chauds qui sont, ben, mine de rien, de l'équipement supplémentaire par rapport à l'été, parce que ben, l'été, on peut avoir de l'effet chaud, mais sans plus. L'hiver, c'est des couches et des couches. Et sans compter qu'en général, on a toujours des couches supplémentaires et sèches qui sont à caser dans le sac en cas où on serait humide, des choses comme ça, et pour éviter d'attraper froid. Donc on va avoir un premier critère avec le froid. On va avoir un deuxième critère qui va être la neige. La neige, l'hiver, à savoir que les montagnes ne sont en aucun cas reconnaissables par rapport à l'été. Tous les sentiers, tous les chemins que vous pouvez avoir en été, en hiver, ils n'existent plus. Donc c'est à vous de vous créer en fait vos propres chemins et de vous guider par rapport au lieu où vous voulez aller. Et le problème, c'est qu'en hiver, on va avoir ben, cette neige qui aussi peut, suivant les météos, suivant les moments de la saison, ben, se transformer. On peut avoir de la neige fraîche, mais on peut avoir aussi de la glace. Et donc, ben, qui dit glace dit crampons. Donc là, c'est pareil. L'hiver, vous allez avoir tout l'équipement qui va avec, c'est-à-dire les crampons, le piolet, le cordage si vous êtes en ligne de crête pour éviter de glisser. Vous allez avoir tout ce qui est équipement, ça peut être l'équipement aussi Arva pour tout ce qui est avalanche, parce que ben, à savoir que l'été, vous n'avez pas ce problème-là, mais l'hiver, c'est pas rare de passer sur des chemins qui sont soumis aux avalanches. Donc, si vous voulez vous sécuriser un maximum, ben, il vous faut soit un dispositif ARVA, soit un GPS satellite pour appeler les secours en cas de problème, mais il vous faut vous sécuriser un maximum. Donc, vous allez avoir ces problèmes-là, plus bah, le problème du sac. Parce que l'été, vous avez moins de matos, l'hiver, vous avez beaucoup plus de matériel. Et, euh, et le fait que le sac soit plus lourd, marcher dans la neige peut vite devenir très compliqué aussi parce que vous évoluez beaucoup plus lentement et vous avez tendance à vous fatiguer aussi plus rapidement. Si la neige est très dure, c'est un avantage parce que vous allez pouvoir marcher en crampon, on va dire, la plupart du temps, et c'est beaucoup plus rapide à évoluer. Quand la neige est beaucoup plus fraîche et que vous avez, je dirais, 80 cm à 1 mètre de neige très fraîche, poudreuse, ben, c'est compliqué. C'est très compliqué d'évoluer. Vous avez tendance à marcher 1 mètre et presque des fois à reculer de 2. Donc, vous fatiguez beaucoup plus vite. Qui dit fatigue dit manque d'énergie. Donc, ben, manque d'énergie, il vous faut des ressources en conséquence. Et donc, ben, qui dit ressources dit la nourriture aussi.
Qui dit nourriture, ben, l'hiver, vous avez besoin de manger chaud aussi. Donc ça peut être des soupes, c'est vraiment du minimaliste. Mais ben, tout ça mis bout à bout fait que l'hiver peut être très compliqué. Après, par contre, à côté de ça, l'hiver est est une saison, on va dire, très pure. Parce qu'une fois que vous êtes en montagne, je dirais que même à basse altitude, mais une fois que vous êtes en montagne en hiver, ben, tout est blanc. Tout est blanc, tout est pur, vous n'avez pas de. C'est un paysage immaculé, on va dire. Et, euh, et le ciel, pareil. Le ciel en hiver est complètement différent de l'été ou même de l'automne. Si vous allez en montagne en hiver, vous remarquerez que le bleu du ciel ressort beaucoup plus. Vous avez un bleu profond qui est incomparable aux autres saisons. Et c'est ce qui fait que même en plein ciel bleu, on pourrait prendre des images en plein hiver avec ce sol blanc qui contraste parfaitement avec, avec le bleu du ciel. Donc là, vous pouvez voir sur les images, trois images. Donc vous avez c'est les images de l'équipement qui est nécessaire pour photographier en hiver. Donc vous allez avoir le sac, donc sac randonnée euh, spécifique à la pratique de la randonnée, hein, pas forcément en hiver, mais la pratique de la randonnée. Donc là, c'est un sac qui fait 70 litres. Et pour vous donner un ordre d'idée du gabarit, sur lequel vous avez le sac bleu, c'est la tente qui, par moment, peut me servir. C'est rare où j'utilise la tente en hiver, mais ça peut servir suivant les conditions, les situations. C'est toujours en cas d'urgence, ça peut être toujours utile. Après, dans le sac, vous avez tout le matos qui peut être photographie, il y a tout le matos bivouac, le réchaud, le duvet, tout ce qui va avec. Et ensuite, sur la photo du milieu, c'est principalement pour monter les crampons. Donc, qui dit crampons dit chaussures en adéquation avec ce matériel-là, donc les chaussures d'alpiniste. Plus sur la photo droite, le cordage, le bonnet, l'équipement vestimentaire, tout ce qui va avec. Donc ça, c'est les joies de la photographie hivernale. C'est beaucoup de matériel, beaucoup d'attentes, c'est du froid, beaucoup de froid même. Donc, il ne faut pas hésiter à se couvrir si vous êtes frileux. Après, on s'y habitue, mais il peut faire très froid. Il faut savoir que quand j'ai pris cette image-là, il faisait quasiment moins 25. Hein. Donc, et une image comme ça, j'ai attendu quasiment, je dirais, 2h30 hein, pour avoir cette image-là. Et c'est la seule image que j'ai pu avoir dans cette journée-là. Donc, pendant 2h30, j'ai attendu. J'ai pris cette image-là parce que j'ai eu une percée au niveau du ciel au niveau de la lumière. Mais après, en fait, ça s'est complètement bouché. Euh, et du coup, j'avais aucune visibilité. Et je suis quand même resté sur place pour attendre. J'ai dormi sur place dans la neige. Mais après, de toute façon, j'ai eu aucune visibilité. Et après, j'ai eu que de la neige jusqu'au lendemain, de toute façon. Donc, j'ai pu sortir uniquement une image qui représente bien, on va dire, le côté un peu orageux et tumultueux et que j'aime beaucoup parce qu'il y a un très gros contraste entre le décor central et le décor autour. Et donc, du coup, c'est voilà, une image pour 2 jours de froid, de neige, quoi que ce soit. Donc, voilà. C'est la photo de montagne, c'est beaucoup de patience. Donc, comme vous pouvez le voir, vous pouvez avoir le matériel photo qui peut congeler, vous pouvez avoir le duvet qui peut congeler aussi. Euh, c'est tous ces, tous ces, tous ces principes-là en fait qui font que la photo hivernale, ça peut être très vite compliqué. Mais après, avec le matériel adéquat, euh, il n'y a aucune raison de s'empêcher d'aller faire des photos en hiver si on arrive à s'équiper en conséquence, il n'y a pas de souci. Et c'est pour ça que quand des personnes me posent des questions sur du matériel pour l'hiver, n'hésite pas à répondre et à leur conseiller, en tout cas par rapport à mes retours, ce que je pense être le mieux par rapport à la situation qu'ils envisagent. Et là, donc on va terminer avec, comme tout à l'heure, le traitement. Donc là, on a un traitement un peu moins flagrant, c'est plus subtil, même si
On pourrait penser qu'il y a beaucoup de traitements, mais en fait, c'est pas énormément. Là, il y a eu principalement du contraste en fait qui a été rajouté, du contraste, un peu de vibrance et un peu de saturation, tout en gardant, on va dire, un équilibre dans les couleurs. Et, euh, et après, en jouant en fait avec la colorimétrie sur les tons bleutés, pour faire justement ressortir cette ambiance un peu apocalyptique qui ressortait un peu ce jour-là. Et donc j'enchaîne l'hiver sur une photo entre deux saisons. Donc vous avez pu voir la photo, c'est la même montagne, hein, mais vous avez pu la voir en version hivernale. Là, c'est la version entre deux saisons. Et donc, vous avez une image qui est complètement bicoloration, hein. Là, on voit clairement l'automne et l'hiver sur une même image. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette image, parce que j'ai vraiment cette séparation en fait entre les deux saisons. Et c'est ce qui met l'accent sur la transition, on va dire, de l'automne à l'hiver. Par contre, qui dit automne dit pas forcément de conditions beaucoup plus clémentes, bien au contraire, parce que pour cette photo-là, j'ai eu des températures beaucoup plus froides que j'ai pu avoir en hiver. Là, j'avais à savoir que j'avais du vent assez violent et il faisait très très froid. Donc là, l'équipement de base, en fait, pour ces conditions-là, ça va être déjà les gants, parce que là, à savoir que en hiver, même si vous êtes couvert, les extrémités, entre autres les pieds et les mains, sont les zones qui vont se refroidir beaucoup plus vite, et donc c'est les zones qu'il faut protéger au maximum. Donc là, j'utilise des gants en fait qui sont spécifiquement dessinés pour les photographes. C'est des gants qui sont faits en deux parties et qui permettent justement de pouvoir rester au chaud en mettant la moufle pour la plupart du temps si on doit attendre avant de prendre une photo. Et au dernier moment, si j'ai besoin de soulever la moufle et de pouvoir manipuler mon appareil photo, j'ai juste à baisser en fait le système de moufle. Il y a un aimant derrière qui permet de retenir le gant. Et à partir de là, j'ai uniquement en fait mon second gant qui lui reste quand même relativement protecteur, mais ça me permet de pouvoir shooter à des températures très fraîches tout en restant protégé au chaud. Et même après, si je recommence à attendre, ben, je peux me remettre au chaud très rapidement. La stabilisation, pareil, quand vous avez du vent en hiver, ben, c'est pareil qu'en été ou quel que soit le paysage. Quand vous avez du vent, ben, il faut stabiliser les appareils. Donc là, j'utilise un trépied classique. Donc c'est un trépied en carbone léger, mais qui me permet de pouvoir rester stable la majorité du temps, même avec des vents violents. Si votre trépied est suffisamment costaud ou rigide, il n'y a pas de souci là-dessus, ça passe sans problème. Et puis après, ben, l'automne, ben, c'est pareil, vous avez le bivouac. Ben, qui dit bivouac dit conditions aussi entre deux, donc vous pouvez avoir des températures qui sont extrêmement faibles. Et là, ça vous permet de voir aussi en même temps ben, comment je dors en hiver. Donc, ben, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'hiver, j'utilise très rarement la tente. Pour la simple et bonne raison, c'est que la tente en hiver, même en autre saison, ça peut être une fragilité supplémentaire. Euh, et quand vous avez du vent ou autre chose, c'est compliqué de dormir en tente. Donc là, du coup, le fait de creuser un trou en fait dans la neige, ça vous permet de vous réguler à une certaine température. Donc vous êtes automatiquement en fait à zéro, pas en dessous. Même si il peut faire moins 15 au-dessus à l'air libre, du moment où vous vous enterrez dans la neige, vous stabilisez en fait votre température et du coup ça vous permet de dormir euh, de façon euh, de façon sereine et avec des températures, on va dire, convenables et sans problème de froid, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Après, ben, quand vous avez terminé vos photos, comme tout à l'heure, ben, vous avez la partie de traitement. Donc là, ben, vous avez avant et après. Donc là, pareil que la première image, là j'ai travaillé uniquement par zone d'image. Euh, Pourquoi? Parce que j'avais en fait, j'ai une image qui est particulière en termes de couleur. J'ai l'eau d'image qui est plus hivernale, qui normalement en fait est plus bleutée,
et tandis que mon bas est plus dans les teintes orangées, jaunes, etc. Donc du coup, déjà l'appareil photo a du mal à faire une balance des blancs, on va dire, qui soit correcte par rapport à l'image. Alors oui, j'aurais pu faire une balance des blancs correcte si j'avais pris ce jour-là mon color checker. Après, ça aurait été compliqué de l'utiliser, mais j'aurais pu avoir une balance des blancs plus adéquate. Là, je ne l'avais pas avec moi. Et donc, bon, j'ai laissé en automatique. L'appareil s'est quand même bien comporté, mais c'était pas forcément les couleurs que je voulais ou qui étaient en fait apparentes devant moi. Donc du coup, ben, il a fallu qu'au traitement, je retravaille par zone et c'est pour ça que j'ai travaillé essentiellement en fait en deux parties. Et donc ma partie du haut avec des teintes de couleurs plus dans les bleus, les blancs et les noirs, et ma partie du bas qui est plus automnale avec des teintes beaucoup plus chaudes et, et des lumières un peu plus contrastées ou subtiles. Donc là, ben, du coup, au niveau des images, vous avez pu voir donc un peu comment se passent les photos en montagne, autant en été qu'en hiver ou en automne. Et vous avez pu voir aussi qu'il n'y a pas réellement de saison plus tranquille, entre guillemets, parce que vous avez un équipement à avoir de toute façon, quelle que soit la saison. Et même des fois dans des saisons que vous ne pensiez pas, ben, vous avez besoin d'un équipement peut-être plus conséquent. euh, Parce que pour donner un ordre d'idée, j'ai déjà eu des tempêtes de neige ou même de grêle en plein mois d'août. Donc ça c'est pareil, c'est des choses à prévoir en cas. Même si c'est compliqué de prévoir le fait qu'on va se prendre de la neige et qu'il va faire en dessous de zéro en plein mois d'août, mais c'est des choses à prévoir. Donc là, pour les choses comme ça, en général, j'étudie beaucoup la météo et ça jusqu'à la dernière heure, on va dire, avant de partir en montagne. Je travaille beaucoup sur le site Météo Blue qui permet d'avoir des imageries satellites sur l'avancement au niveau des précipitations, l'avancement au niveau de la pluie, de pouvoir passer par le biais aussi de différentes plateformes météorologiques et ce qui aujourd'hui m'a permis d'être plus précis la majorité du temps. Je n'ai pas eu trop de problèmes avec cette météo. Et, voilà, ce qui me permet de maximiser mes chances avant de sortir en me disant que je vais avoir telle météo euh, et du coup pouvoir prendre tel type d'image. Même si en montagne, la météo peut changer très rapidement et sans que vous sachiez avant. Ça, il y a quand même de la préparation en amont avant d'aller prendre des Kevin, photos en il y a montagne. un Oui, petit souci avec le micro, je ne sais pas pourquoi, ça oui. crachote. Ah Si vous oui, bougez un tout petit peu, je ne sais pas le micro, regardez s'il y a quelque chose oui. qui accroche. C'est peut-être mieux comme ça. Un peu mieux, ouais. Oui, Oui, c'est mieux. oui, c'est mieux. Donc, du coup, ben voilà, vous avez pu voir un peu toutes les situations qui peuvent se proposer en photo de montagne. Euh, Pas forcément la saison qui peut être la plus facile, parce qu'il y a pas de saison facile en montagne, hein. Ça peut être des difficultés, peu importe la saison. Vous avez pu voir un peu le matériel que j'ai emmené également en fonction des saisons ou même des photos que j'allais faire. Donc par rapport au matériel photographique, par rapport au matériel sécurité ou même vestimentaire. Vous avez pu voir un peu aussi le traitement d'image, comment je travaillais. Donc ça peut être plus généraliste, mais la majorité du temps c'est plus localisé ou vraiment par zone. Je préfère parce que je vais avoir un travail plus précis au niveau de mon rendu général au final, euh, plutôt qu'un travail global. Ça me permet aussi de travailler les couleurs et ma colorimétrie comme j'en ai envie et vraiment à la perfection, parce que ça, c'est quelque chose sur lequel je suis très minutieux euh, au niveau du traitement et entre autres de la colorimétrie pour avoir le rendu que j'ai envie d'avoir. C'est pour ça qu'il est important, on va dire, d'avoir un écran calibré sur lequel travailler, parce que si je travaille mon image sur quelque chose qui, au final, n'est pas calibré,
Si je fais tirer mon image pour un client ou même pour moi en perso, si j'ai pas la même image, c'est un peu compliqué. Donc, c'est Est-ce pour que ça tu que peux j'aime bien. remettre un petit peu je sais pas, le micro ou le casque un peu à l'écart ou le bouger et ça recommence à crachoter? C'est mieux peut-être comme ça. Bof. Bof. Essaye une autre position. Là, c'est bon. Ouais, un petit peu mieux. Ouais. Là, c'est bon. Alors, avant qu'on parle de post-production, ce qui peut être sympa, c'est que j'ai 4 ou 5 questions sur l'équipement montagne. Oui, ouais, Euh, bien sûr. Beaucoup de personnes aimeraient que tu répètes le site météo que tu utilises, lequel tu recommanderais. Alors, le site météo, c'est Météo Blue. C'est tout Blue, attaché. Oui, blue comme la couleur en anglais. là ça crachote C'est beaucoup, Kevin, hein, si tu as un moyen de... Ouais. Météo Blue, donc au niveau du site. Météo Blue, ouais. Ouais. Euh, des questions sur la marque des gants. Alors, les gants, vous avez plusieurs possibilités. Ceux que j'utilise, c'est la marque HIT, donc H-E-A-T. Et vous avez aussi la marque Valérie, qui fait aussi des gants pour les photographes en hiver. On continue à avoir des soucis de micro. Il faut que tu regardes si tu as un moyen de soit changer de micro, je sais pas. Parce que là, c'est marrant. Au début, ça allait. Là, ça s'est dégradé. Euh, un. Ou déconnecter, reconnecter, peut-être, tout simple, hein. Des fois, c'est le câble. Tu m'entends mieux là? Oui, c'est mieux. Ouais. C'est Ah, mieux non. là? Là, ça sature vite, hein. Fais gaffe, ouais. Oui. Là, tu m'entends peut-être mieux là. Là, ça Ouais. va, c'est bien. Oui. Oui. Alors, question ensuite, il y avait, est-ce que tu mets un sursac ou pas de sursac? Alors, sur-sac, non, je ne mets pas de sur-sac au niveau du sac à dos en tout cas. Je ne mets pas de sur-sac à part quand il pleut beaucoup, où là je vais protéger mon sac à dos. Après, au niveau du duvet, du sac de couchage, je ne mets pas de sur-sac non plus. Pourquoi? Parce que j'ai un duvet en fait qui est spécialement conçu pour résister à l'humidité externe de façon générale. Ok. Et dernière question, toujours montagne. Oui. Est-ce que tu prépares ton boîtier, tu le protèges avec des huiles? Est-ce que tu graisses les objectifs ou pas? Je ne prépare ou je ne conditionne pas mon matériel photographique à quelques saisons qui soient en fait. Mon matériel photographique, en fait, je pars du principe que si mon matériel photographique n'arrive pas à suivre les saisons dans lesquelles je vais l'amener, et entre autres en hiver par rapport aux températures, si le boîtier ne supporte pas ces températures-là, c'est que le matériel photographique n'est pas adapté à ma, à ma pratique. Donc, c'est pour ça qu'entre autres, je suis repassé il y a quelques années, j'étais sur des photos, sur des appareils photo hybrides. Mhm. Mais le problème, c'est que j'ai cramé en fait des boîtiers quasiment tous les ans. Donc, du coup, j'en ai cramé trois. Et donc, au bout de trois, j'ai dit stop. Et c'est là où je suis repassé justement sur Reflex, qui depuis n'a pas changé parce que j'ai le même boîtier depuis plusieurs années maintenant qui a supporté des températures allant jusqu'à moins 35 degrés sur le Mont Blanc et qui n'a jamais bougé ni montré signe de faiblesse ou quoi que ce soit malgré ces températures. Nickel. Bah, je te propose qu'on passe sur la partie justement post-production et peut-être que tu nous montres ton environnement de travail parce que bien entendu, après avoir fait tous ces efforts pour amener ces photos magnifiques, bah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, ben, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous montrer tout simplement. Donc, Donc vous pouvez ajuster la taille entre l'écran et la webcam de Kevin, hein, si vous voulez. donc hop, je vous enlève ça qui me servait de socle
pour quelle est la caméra. Donc là, voilà, je travaille sur le tout dernier écran BenQ, le SW321C, qui me permet aujourd'hui de pouvoir travailler plus confortablement, surtout sur la taille de l'écran, parce que j'ai tendance en fait à travailler entre autres sur des gros panoramas. Par exemple, je vais vous en montrer un qui, voilà. Et en fait, c'est des panoramas qui sont tellement grands que comme je travaille par zone, ça me permet de pouvoir avoir les outils en fait à droite ou à gauche et de pouvoir travailler tranquillement, d'avoir beaucoup plus de surface de travail accessible à mon panorama. Et donc, comme vous pouvez le voir, j'ai toujours ma sonde de calibration qui est de toute façon branchée à demeure depuis tout le temps, hein, qui me sert à calibrer mon écran régulièrement à force d'utilisation. Mon color checker qui, lui, m'accompagne ou me sert pour mon traitement d'image, entre autres, pour régler mes balances des blancs sur des grosses séries, par exemple. C'est là où il va être vraiment très utile. Et après, voilà, c'est l'ordinateur classique qui me sert de poste de travail. Et donc, quand je travaille, j'ai mes logiciels qui sont ici. Donc, principalement, je vais utiliser Lightroom en fait pour mon développement global. De temps en temps, euh, je vais utiliser Photoshop pour certains panoramas, entre autres. Et encore que, même si des fois, Photoshop n'arrive même pas à faire les panoramas, donc là, je passe par un autre logiciel qui est Autopano. Euh, mais voilà, grosso modo, c'est les logiciels que je vais utiliser qui sont principalement à 95%, ça va être Lightroom et de temps en temps Photoshop pour effectuer des panoramas un peu plus volumineux ou Autopano si le panorama est beaucoup plus gros. Donc après, la sonde de calibration. Donc, ce que je vais faire, c'est que je peux vous montrer également donc, Ouais. un peu mes réglages de calibration. Donc, hop, vous allez voir apparaître à l'écran normalement mes réglages. Voilà, normalement vous devez l'avoir à l'écran. Je remets la caméra correctement. Donc là, vous pouvez voir un peu comment je procède au niveau du calibrage écran. Donc moi, je fais tout en mode avancé, à savoir que le mode avancé n'est pas beaucoup plus compliqué que le mode standard, hein. Si on se renseigne, si on essaye d'étudier un peu sur les sites internet ou même sur le site, même sur Xrite ou même sur le site BenQ ou autre, on arrive à très facilement avoir toutes les informations nécessaires pour calibrer un écran. Surtout qu'il n'y a pas non plus beaucoup de critères à changer, hein. Là, par exemple, on va avoir les luminants. Donc, moi, je travaille en 5500 parce que, comme je fais quand même du tirage d'images, c'est pour me rapprocher au plus de ce procédé-là. Et donc, c'est pour ça que je travaille en 5500. Après, on pourrait utiliser du 6500 Kelvin, bien entendu, si on fait uniquement de la photo pour le web ou pour des sites internet ou des choses comme ça, on pourrait très bien utiliser du 6500, hein, c'est pas un problème du tout. Moi, c'est parce que je fais du tirage derrière, donc du coup, c'est pour ça que je choisis ce réglage-là. Et après, en termes de luminance, je travaille en 100 candela, qui également est un réglage pour les personnes souhaitant faire du tirage derrière ou qui effectuent beaucoup de tirage. Ça fait partie des réglages à avoir au niveau de son écran. Après, la courbe gamma, c'est réglage classique, on est toujours de 2. Rapport de contraste, donc là, moi, je suis en natif, mais j'aurais pu très bien aussi le régler en 2,87 au niveau du point noir, pour tout ce qui est tirage. Là, je l'ai laissé en natif parce que ça me convenait largement, parce que je ne fais pas non plus énormément de tirage. Donc, pour moi, ça me convient. C'est un peu entre les deux. Voilà, je choisis le natif qui me correspond largement. Après, au niveau des paramètres profil, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup de choses à changer, hein. Pourtant, je suis en mode avancé, mais vous restez en version 2, qui est la version classique.
Et puis après, ben, vous avez le choix de votre type de patch, donc petit, moyen ou grand. Et moi, j'ai choisi grand, mais vous pouvez aussi utiliser moyen. Après, les sondes actuelles, entre autres l'I1, est très rapide au niveau de la lecture. Donc même si vous choisissez grand, c'est quand même relativement rapide en termes de lecture. Ça va très vite. Il n'y a pas de souci. À la limite, vous avez le temps de vous faire couler un café et c'est déjà fini. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis après, ben, vous arrivez sur votre mesure. Donc là, vous mettez un contrôle automatique ici. Et vous pouvez après ensuite démarrer votre lecture de patch et calibrer votre écran et votre luminosité dessus. Donc, comme vous avez pu le voir, il n'y a pas le réglage avancé d'un calibrage d'écran n'est pas très compliqué en soi. Je ne suis pas un colorimètre, on va dire, expert. Je suis pas non plus le dieu des écrans, loin de là. J'ai appris au fur et à mesure en lisant ou en regardant des vidéos. Et puis, c'est vrai que c'est pas, au final, c'est pas très compliqué à faire. Par contre, après, ben, une fois qu'on a un écran calibré, c'est vrai que c'est très appréciable de pouvoir travailler une image, de pouvoir la tirer ensuite sur papier et d'avoir vraiment une image ben, telle qu'on l'a pu la travailler et pas avoir un décalage énorme qui peut poser problème suivant les écrans non calibrés. Donc voilà, donc ça c'était la petite parenthèse pour ma calibration écran, qui est relativement simple, basique. Euh, je suis entre les deux, donc j'ai choisi un écran calibré plus orienté tirage que web, mais l'un ou l'autre, on va dire, c'est très bien, on va dire, c'est déjà très bien pour travailler une image. Par rapport à ce que tu as pu faire dans le passé, tu as déjà Oui, travaillé aussi avec des écrans, par exemple, de portable ou des écrans bureautiques qui étaient limités au tout à fait. sRGB. Tout à Est-ce que fait. tu peux partager avec les autres ce que ça apporte d'avoir un écran graphique qui couvre, là on est à 99% d'Adobe RVB. Alors le fait de pouvoir travailler en fait avec un écran Adobe RVB plutôt que sRVB, là où je vais avoir un avantage, je le vois énormément, c'est sur mes photos en hiver entre autres, euh, là où j'ai énormément de nuances de gris ou de bleu. Sur d'autres photos aussi, je pourrais l'avoir, mais c'est vrai que c'est pas là où je l'ai principalement vu, c'est plus sur les images d'hiver parce que j'ai énormément de nuances. Et quand je regarde par exemple une image que je travaille sur un écran Adobe RVB, si je vais travailler cette même image sur par exemple un ordinateur portable sRVB, je ne vais pas du tout avoir les mêmes rendus, ou du moins je ne vais pas avoir le même nombre de nuances. Et du coup, bah, le rendu est différent et c'est moins plaisant. Là, je peux vraiment travailler avec beaucoup plus de précision au niveau des couleurs. Et du coup, c'est beaucoup plus plaisant, entre autres, de pouvoir travailler euh, un maximum de couleurs que peut me fournir, on va dire, l'écran tel quel. Surtout, et là ça va amener la question suivante, que Oui, finalement les imprimantes jet d'encre actuelles, indépendamment de la marque, hein, ça pourrait être Epson, Canon, Hewlett-Packard, il y a plusieurs marques, ont une capacité à rendre les couleurs qui mmh. est bien meilleure que ce qui existait il y a 15-20 ans. Ah Et oui. bah oui, et du coup, c'est très important, cet élément-là. Et alors, il y a Mmh. plusieurs personnes qui demandent, tu imprimes sur quelle imprimante? Avec quoi tu imprimes? Est-ce que tu imprimes toi-même ou est-ce que tu fais imprimer? Alors moi, je ne fais pas, je n'imprime pas moi-même, parce que je D'accord. pars du principe en fait que chaque personne a son propre métier. Je peux être très bon en photographie, je ne suis pas expert du papier ou de l'encre ou de la colorimétrie, etc. Donc ça, je laisse le travail en fait à mon tireur qui depuis le début en fait s'occupe de mes images, qui lui travaille sur Epson et sur papier à Nemouleux. Et du coup, c'est lui qui s'occupe de ça complètement. Je lui fais confiance là-dessus depuis le début et j'ai jamais eu de problème au niveau rendu en tout cas. Euh, j'ai toujours eu les images que je travaillais sur le papier ensuite. Très bien, merci. Avant qu'on aille plus loin dans la session questions-réponses, Mm. si vous êtes d'accord,
Moi, je vais vous présenter, parce autour de ce webinaire qui est co-présenté par X-Ride BenQ, mais aussi le revendeur Miss Numérique a préparé des petites offres spéciales pour les personnes qui participent à ce webinaire. Donc, si vous êtes d'accord, moi, je vais reprendre la main et puis je vais vous présenter 2-3 images toutes simples. Alors. Merci. Et donc, je vous montre simplement ceci. Là. Donc, d'abord, merci Kevin. Et donc, Miss Numérique a concocté des offres spéciales qui sont valables une semaine. Des fois, autour de webinaires, on arrive à les faire valables 48 heures, 3 jours. Là, on a pu les faire durer une semaine entière. Et il y a 2 jeux d'offres. Comme ça. Sur le site Miss Numérique, vous pouvez avoir 15% de remise sur les références X-Ride jusqu'au 28 septembre 2020. Et ça peut être intéressant, sachant que ça couvre aussi l'offre spéciale où un disque dur 1 Tera est offert pour l'achat de certains produits X-Ride. Il faut regarder la sélection. Pour obtenir cette remise, il faut taper un code sur le site Miss Numérique. Ce code, c'est XRITE 15 pour avoir 15% de remise, mais c'est valable jusqu'au 28 septembre. Ben oui, toutes les bonnes choses ont une fin. L'offre sur BenQ, c'est 7% de remise sur les références BenQ SW, toujours pareil, jusqu'au 28 septembre. Et je vous ai mis les 2 plus éloignés de la gamme. Le 24 pouces pour les personnes qui peuvent être limitées en budget, et c'est tout à fait compréhensible. Un écran 24 pouces qui est à 470 € TTC, et vous avez 7% de remise en plus. C'est un écran qui est tout à fait intéressant puisqu'il est professionnel. Simplement, sa taille est un petit peu plus réduite, ce qui permet parfois d'accommoder les budgets qui peuvent être limités. Et puis, l'écran qu'utilise Kevin, qui est le SW321C. Alors là, on est sur un 32 pouces qui est 4K, UHD, HDR. Et donc, forcément, les budgets ne sont pas les mêmes. On est à 1769,90 € TTC. Pareil, 7% de remise en tapant BenQ 7. Voilà, tout simplement, rien de plus compliqué que ça. Et je vais repasser la parole à Kevin pour qu'on puisse avancer sur la partie questions-réponses qui a lieu maintenant. Vous pouvez poser vos questions. Donc, je vais te repasser la main dans un petit instant. Comme ça, tu peux revenir aussi sur des images ou des choses que tu veux montrer. Alors, est-ce que c'est bon? normalement, vous allez pas tarder à avoir. Donc, Parfait. tout. Alors, les questions. Première question, on a une personne qui nous demande quel genre de papier annuleux tu aimes le mieux pour tes tirages de En paysage. général, j'utilise principalement du mat. Donc, ça dépend. Il y a le bright white, c'est celui que je préfère. Après, ça dépend les textures que je vais avoir au niveau des paysages. Mais en règle générale, je dirais le bright white. Très bien. J'ai des textures qui vont bien la majorité du temps avec mes images parce que le rendu est plus naturel que sur d'autres papiers. Je n'ai pas l'effet brillant que j'aime forcément avoir sur mes images. Et du coup, c'est pour ça que je choisis celui-là. Ok, très bien. D'autres questions? N'hésitez pas. Hein, vous êtes là aussi pour pouvoir interagir avec Kevin. Donc, il y avait alors, des réactions, donc plusieurs personnes qui disaient qu'il faut quand même pas mal de courage pour rester 2 jours en montagne. Et toi, tu avais quand même un petit exemple d'une situation où tu t'es retrouvé passer une nuit sans manger.
Oui, après, bon, c'est vrai que alors beaucoup disent qu'il faut beaucoup de courage pour aller passer 2 jours en montagne en plein hiver. Je dirais non, pas forcément. Ou alors je suis peut-être un peu, un peu fêlé sur les bords, peut-être. Je ne dirais pas non, hein. Faut dire, il y a des situations auxquelles j'ai dû faire face qui, des fois, me qualifieraient de fou parce que j'aurais pas dû être là à ce moment-là, cette période-là, et choses comme ça. Ça m'est déjà arrivé de sortir, aller en montagne, en altitude, alors que la météo me plaçait en alerte niveau 5. Du coup, voilà, alerte niveau 5, on a les avalanches et tout ce qui peut aller avec. Donc, c'est pas le genre de météo où normalement quelqu'un de sensé sortirait. Après, c'est déjà arrivé que je sois en montagne, on va dire, où j'attends tellement en fait qu'au bout d'un moment, en fait, j'épuise mes ressources, mais du fait que je n'ai pas eu encore ma photo, ben, je vais continuer d'attendre. Donc, Mhm. ça m'est déjà arrivé cet été en tout cas, où j'ai passé une grande journée complète sans boire, sans manger, parce que j'avais plus rien. Mais comme j'avais pas la photo que je voulais à tout prix prendre, capturer, bah, du coup, je suis resté encore en haut à attendre et sans manger, sans boire depuis la veille. C'est long, c'est très long, des fois, parfois c'est très compliqué aussi. C'est vrai qu'on peut avoir très vite le moral qui retombe à zéro à des moments aussi, parce qu'on n'a pas l'image qu'on attend, parce que on commence à avoir des pertes, des pertes de morale, et qui fait que bah, du coup, on se demande ce qu'on fait là, on peut avoir envie de rentrer. Mais bon, en général, je reste persévérant et combattant, j'essaie de garder le moral, de me dire que bon, je vais attendre encore un peu, peut-être qu'elle va arriver, peut-être qu'elle va arriver. Des fois, ça va durer comme ça pendant des heures et des heures, hein, mais des fois, elle arrive. Comme j'ai eu le cas aussi cet été où je pensais avoir une météo clémente, j'ai eu canicule toute la journée et au final, le soir, j'ai pas eu le coucher de soleil que je voulais. Donc déjà, j'ai pas fait d'image de la journée, j'ai pas eu le coucher de soleil que je voulais. En plus de ça, ben, au moment de me coucher, ça allait très bien, sauf qu'à minuit, ben, j'avais pas de tente à ce moment-là, mais à minuit, j'ai pris un orage, un gros orage sur la gueule, et du coup, j'étais trempé, j'avais pas de quoi m'abriter parce que ben, j'étais à découvert, j'avais rien, pas d'autre choix que ben, prendre la flotte. Donc, du coup, ben, on attend, on essaie de se protéger un maximum, de protéger le matériel. Et puis on attend encore et encore le temps qu'au moins la nuit passe. Donc après, le lendemain matin, ben, c'est compliqué parce qu'en général, on n'a pas dormi de la nuit, on n'a pas du tout le moral parce qu'on n'a pas eu les photos qu'on voulait la veille. La nuit a été très agitée. Et du coup, si le matin en plus, on a un grand ciel bleu et que du coup, ben, on n'a pas les ambiances qu'on veut, on ne peut pas faire la photo, c'est vite compliqué. Ça peut vite être fatigant, c'est épuisant, c'est c'est très pesant pour le moral. Faut vraiment être costaud à des moments pour vraiment tenir parce que c'est vraiment très, très, très pesant. Merci pour ce témoignage. Plusieurs questions. Est-ce que tu es toujours seul quand tu vas en montagne comme ça? Alors, la plupart du temps, je dirais la majorité du temps, oui, je suis seul. C'est la plupart du temps, en fait, là, j'ai passé quasiment tout l'été où j'étais quasiment tout seul tout le temps. Pendant une semaine, j'étais dans les Alpes, j'étais tout seul la plupart du temps aussi. Quand je suis dans les Pyrénées, on va dire, je suis en majorité du temps tout seul. Après, en général, dans les Pyrénées, je sors souvent avec un collègue aussi qui m'accompagne, où on est deux sur des sorties peut-être plus techniques, parce qu'on a besoin de s'encorder pour passer une crête ou parce qu'on a des passages de goulotte, des choses comme ça qui sont un peu délicats, où là, ben, on passe à deux, et du coup, je sors avec mon collègue. Les photos que tu nous as montrées, elles sont dans le massif des Pyrénées, c'est ça? Oui, alors toutes celles que j'ai montrées aujourd'hui sont dans les Pyrénées. Mhm. Après, c'est pas la seule région que j'arpente. J'ai beaucoup de photos aussi dans les Alpes. Euh, J'en ai pas présenté aujourd'hui parce que je voulais 3 photos vraiment avec différentes saisons. Donc du Mhm. coup, c'est pour ça que c'est celle qui collait le plus et sur lequel aussi j'avais des photos un peu backstage pour moi,
expliquer un peu l'envers du décor. C'est pour ça que j'ai choisi les Pyrénées aujourd'hui, mais j'ai pas mal de photos d'Alpes aussi. Très bien, merci. Est-ce que tu peux donner quelques conseils au niveau des réglages de l'appareil, vitesse et autres? Est-ce qu'il y a des conseils que tu donnerais qui te paraissent plus appropriés par rapport au type de photo que tu nous as montré? Alors vitesse, j'ai pas de réglage en fait moyen, on va dire, sur toutes mes images parce que c'est vraiment le problème, c'est que, alors en général, j'ai toujours tendance à sous-exposer un peu. Pour la simple et Ok, bonne raison, c'est que quand j'ai un ciel, par exemple, orageux, je vais sous-exposer un peu parce que si je veux avoir une percée de lumière à un moment donné, je préfère avoir mon appareil qui sous-expose un peu plus que si ma lumière, si j'expose en fait correctement, quand ma lumière va sortir et éclairer, par exemple, ben, sur l'image que vous voyez, si la lumière apparaît sur la neige, si j'ai exposé en fait avant que la lumière perce et que du coup j'ai assombri l'image et quand la lumière va percer, ben, je vais avoir les blancs en fait qui vont être cramés. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à sous-exposer un peu pour attendre en tout cas. Quand la lumière va percer, au moins j'aurai plus de chances d'avoir, on va dire, des réglages corrects au niveau de la lumière. Pour la simple raison, c'est que ben, comme la météo change très vite en montagne, ma lumière peut apparaître en l'espace d'une seconde, mais peut durer que peut-être 2 secondes. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faut être prêt à l'avance. Et c'est pour ça, entre autres, que j'expose de façon vers la gauche plutôt que vers la droite la majorité du temps. ok. Euh, Pas mal de questions. Donc, tu as expliqué que tu étais plutôt sur du boîtier réflexe. Par contre, au Ouais, niveau des optiques, oui. est-ce que tu utilises, qu'est-ce que tu utilises? Est-ce que tu utilises aussi parfois des focales fixes? Alors, je préfère les focales fixes, clairement. Pour différentes raisons. C'est déjà pour la première, c'est parce qu'elles sont plus qualitatives en termes de détails, euh, ce qui est chose normale parce que on va dire la mécanique d'une focale fixe et d'une focale en zoom, ben, c'est pas du tout les mêmes. Donc ça, c'est quelque chose de connu depuis toujours. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'aime aussi la focale fixe pour le cadrage. J'aime bien avoir un cadrage de base. Voilà. Après, c'est à moi de m'adapter par rapport au paysage. C'est-à-dire que si j'ai un 500 mm, si je suis un peu trop près, ben, il faut que j'aille plus loin pour pouvoir cadrer. Ou alors, dans certains cas où je ne peux pas m'éloigner, je vais pratiquer le panorama et faire des panoramas avec des gigas et des gigas de mégapixels, comme j'ai pu faire cet été-là avec un panorama qui dépasse, je crois, 1 milliard et quelques de mégapixels. Parce que j'ai pris une montagne qui était à, je dirais, 500 mètres, mais avec un 500 mm. Donc, du coup, je crois qu'il y a 70-80 images, je ne me rappelle plus. Et du coup, on dépasse le milliard de pixels sur l'image finale. Ok, très bien. Lorsque tu es en montagne, quels sont tes moyens de prévenir les secours et qu'est-ce que tu recommanderais? Alors, normalement, techniquement, de toute façon, en montagne, vous avez toujours un minimum de réseau, au moins pour les secours. Même si vous n'avez pas le réseau public, les secours sont toujours contactables en montagne avec un téléphone portable. Si vous allez en milieu plus reculé, où le réseau est vraiment inefficace, là, dans ce cas-là, c'est pour ça qu'on utilise énormément, alors soit une balise ARVA, soit un dispositif de secours comme un téléphone satellite ou autre. Il y a Garmin qui fait ça, qui propose ça, qui s'appelle l'InReach. Vous avez plusieurs modèles. Il y en a un qui fonctionne avec carte GPS, il y en a un qui ne fait pas carte GPS, il y en a un qui fait téléphone satellite aussi. Et après, il y en avait un qui fait juste téléphone satellite, mais secours, où quand vous appuyez sur le bouton, ça envoie automatiquement en fait un message de secours aux autorités les plus proches en donnant la position GPS de là où vous êtes. Ok, merci. Est-ce que tu utilises aussi des filtres ND, filtres Oui, gradués ou autres? oui. Alors, je vais utiliser des filtres principalement, mais les filtres que j'utilise, ça va être soit des filtres polarisants, Mhm. soit des filtres gradués neutres. Donc, je travaille beaucoup avec alors le polarisant, c'est parce que j'utilise essentiellement en fait des focales longues. Et en montagne, quand on a tendance à être assez loin en fait d'un paysage,
on va avoir une atmosphère, en fait, une petite brume dans l'air. C'est Ouais. invisible à l'œil, mais avec une photo à longue focale, on a tendance à la voir, entre autres, sur le contraste. Et donc, le polarisant va me ramener un peu de contraste et de micro-contraste sur les roches, sur les ombres et choses comme ça. Et du coup, après, c'est moins compliqué à retravailler derrière. Et après, tout ce qui est gradué et neutre, ça me permet de pouvoir cibler aussi ma lumière. Très bien. Moi, je voudrais qu'on termine simplement sur un conseil général. S'il y a des personnes qui sont intéressées par euh, le type de photo que tu as présenté, Mhm. tu leur donnais, je sais pas, 2 ou 3 conseils clés de manière générale, hein, sur tout le processus, de la prise de vue jusqu'à la post-prod. Qu'est-ce que les 3 points clés que tu Alors, leur, 3 points. ouais, Je dirais, premier point clé, ne pas hésiter à sortir, faire des photos de paysage, pas forcément en montagne, mais sortir faire des photos quand la météo est complètement instable. Parce que c'est là où vous allez avoir en fait les lumières en fait les plus pures et les plus esthétiques possibles sur une image. Vous allez faire une photo à la plage avec un gros nuage d'orage, ben, vous verrez que la lumière en fait est complètement différente et vous avez une ambiance générale qui va être beaucoup plus prenante que un ciel classique, même un coucher de soleil. Mais ça reste plus classique alors qu'une image plus sombre ou même avec beaucoup de nuages, des choses comme ça, ben, vous donnera des résultats plus bluffants, vous verrez. très bien. Ensuite, deuxième point, pas hésiter à se balader, alors pas forcément en haute montagne, bien entendu, parce que je vois beaucoup de gens en haute montagne la majorité du temps qui sortent alors qu'ils n'ont jamais fait de haute montagne et qui sont quasiment en général la plupart du temps sous-équipés. Mais pas la peine, on va dire, d'aller très haut, hein. Il suffit juste d'aller se balader un peu sur des mi-hauteurs, mais de prendre le temps de marcher pendant même une journée ou même une demi-journée et d'observer la lumière tout au long de la journée. De regarder un peu comment ça se passe, de voir un peu l'évolution, voir les nuages, comment la lumière joue avec les nuages, comment après elle devient ciblée par rapport à un lieu, etc. Donc ça, c'est vraiment Tu très appellerais important. ça faire une reconnaissance en quelque sorte, un peu? Oui, c'est une reconnaissance et puis c'est surtout analyser et comprendre comment fonctionne la lumière en fait avec les nuages. Parce Ok. que les gens en fait ont du mal à. Une fois qu'on a compris ça, on arrive à anticiper en fait des scènes. Comme là par exemple cette scène-là, la lumière était non présente à l'avance. Donc du coup, il Mhm. fallait que je sois préparé avant en termes de réglage, en termes de cadrage, etc. Parce que je savais où était positionné mon soleil. Je savais que s'il perçait, il allait percer de cette façon-là. Je ne savais pas où ça allait être éclairé par rapport à mon image, mais je savais que ça allait éclairer de cette façon-là, par rapport à l'angle de la lumière, par rapport au paysage global, par rapport à tout ça. Et quand on a réussi en fait à comprendre comment fonctionne la lumière dans photo de paysage, comment elle se déplace, comment elle éclaire avec telle météo, etc., on arrive plus facilement après à l'amadouer et à pouvoir travailler de n'importe quelle façon en fait avec elle en termes de photographie. Génial. Un troisième point, peut-être sur la dernière partie du processus, la partie euh, traitement Alors, du fichier. voilà. Alors la partie de traitement, euh, au jour d'aujourd'hui, on voit beaucoup de gens traiter leurs images de façon automatique, ce que je trouve dommage, hein. On voit beaucoup de logiciels arriver avec des intelligences artificielles qui traitent votre image de façon automatique en juste un clic. Euh, je dirais que oui, c'est bien, mais à côté de ça, ben, vous n'avez pas votre univers. Pourquoi? Parce que ben, c'est pas vous qui avez traité votre image. C'est comme si vous preniez une photo en fait en mode automatique avec votre appareil. Ben, c'est pas vous qui avez la même mise en fait sur la photo finale parce que ben, c'est pas, vous avez fait aucun réglage. Et le traitement, c'est la finition en fait de votre patte artistique parce que vous allez faire un premier pas avec les réglages, etc. sur le terrain. Mais après, le traitement, c'est ce qui va faire vraiment la petite touche finale, la colorimétrie, comment vous aimez, on va dire, les teintes que vous aimez.
C'est vrai que moi, j'aime beaucoup les teintes bleutées. On retrouve beaucoup de bleuté un peu partout sur mes images. J'aime bien travailler toutes ces nuances un peu de bleu. Et du coup, traiter en fait une image, faut prendre son temps. Je suis pas arrivé, on va dire, à un traitement d'image en l'espace d'une semaine. J'ai passé énormément d'heures à traiter des images pendant beaucoup d'années avant de trouver vraiment mes repères au niveau ambiance, au niveau colorimétrie. Mais au final, je préfère avoir mon travail final avec mon ambiance, mon univers à moi qui est propre à moi-même, plutôt qu'utiliser des presets déjà fournis ou achetés Mhm. qui automatise tout au jour d'aujourd'hui, mais qui enlève tout le charme en fait de ce que vous aimez, parce que c'est quelque chose d'automatique. Très bien. Il y a une dernière question qui m'a été posée là sur les écrans USB-C, le SW270C. Je vais répondre à tout le monde. Ouais. Hop, voilà. Et merci beaucoup. Merci pour votre attention. Merci beaucoup à toi, Kevin. Et puis, ce que je vais faire, de toute façon, vous allez recevoir un petit email suite à ce webinaire qui va vous permettre de regarder le replay, puisque certains d'entre vous sont arrivés un petit peu à mi-chemin. Oui. Et puis, je remettrai aussi les codes, si jamais ça vous intéresse d'utiliser les offres spéciales de Miss Numérique, qu'on remercie aussi, puisque quand on monte des webinaires comme ça, c'est grâce aux deux marques ici qui étaient présentes, donc X-Rite et BenQ, et puis au revendeur Miss Numérique qui a bien voulu mettre en place une offre spéciale. Ouais. Merci beaucoup, Kevin, c'était super. Merci à toi, merci à tout le monde d'être venu écouter un peu mes aventures. Et puis au plaisir d'échanger avec vous en dehors de ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour y répondre. C'est toujours un plaisir de partager avec d'autres. Donc du coup, n'hésitez pas. Il n'y a pas de souci, c'est vraiment avec plaisir. Merci beaucoup. Je mettrai de toute façon les coordonnées de ton site pour que les gens puissent voir les autres photos que tu prends, bien sûr. Avec plaisir. Merci à Bonne toi, soirée Hervé. à tous. Bonne soirée. Merci. Au Merci. revoir.